Il est à peine 6 heures du matin lorsque l'ancien Premier ministre et ex-candidat à la présidentielle est emmené hors de son domicile par une quinzaine d'hommes armés visibles sur ces images de vidéosurveillance. Plus tard dans la matinée, le procureur de la République explique que Succès Masra aurait provoqué les violences survenues mercredi dans le village de Mandakao, dans le sud du pays. Une attaque meurtrière, 42 morts, principalement des femmes et des enfants. Cette implication présumée de M. Assingar Masra Succès a incité la population contre une communauté résidant dans la même localité. Des messages ont été diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, appelant la population à s'armer contre d'autres citoyens. Ces actes graves sont constitutifs d'incitation à la haine, à la révolte, des bandes armées, de complicité d'assassinats, d'incendies volontaires et des profanations de sépultures. Au siège de leur parti, les cadres des transformateurs réagissent à l'arrestation de leur président. Ils exigent sa libération immédiate et sans condition et répondent aux accusations. Nous avons opté pour une lutte pacifique depuis notre premier jour. Nous ne nous sommes jamais cachés de cela. Nous avons dit que notre option, c'est de lutter pacifiquement en respectant les lois de ce pays. Et si jamais un jour, nous nous apercevons que cela ne donne pas de résultat et que nous devons changer d'option, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra l'annoncer. Nous le dirons nous-mêmes à notre peuple. Ouais. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Dans l'après-midi, Succès Masra a pu recevoir la visite de ses avocats ainsi que celle de 2 vice-présidents du parti. Le dossier est hors norme, la procédure inédite. Fin avril, la justice militaire avait demandé la levée de l'immunité sénatoriale de l'ancien président Joseph Kabila, qui bénéficie à ce jour du statut de sénateur à vie. Une requête dont l'examen a débuté ce jeudi au Palais du Peuple par la lecture des chefs d'accusation. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC. 3. La participation à des crimes de guerre. Mais en RDC, la levée de l'immunité d'un ancien chef de l'État nécessite une autorisation du Congrès, c'est-à-dire une réunion conjointe des 2 chambres du Parlement. Selon moi, que ce réquisitoire de l'ancien chef de l'État ne doit pas être traité au niveau du Sénat, plutôt au niveau du Congrès. Les débats se sont poursuivis à huis clos, sans annonce concrète. Le processus devrait être long et suscite de nombreuses interrogations quant à son bon déroulé. Ces dernières semaines, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, et Constant Moutamba, ministre de la Justice, ont accusé Joseph Kabila de jouer un rôle actif dans le conflit armé en cours dans l'est du pays. Tandis que Félix Tshisekedi va encore plus loin. Selon le président, Joseph Kabila serait même à l'origine de l'AFC M23, le groupe armé qui contrôle actuellement plusieurs villes du nord et du sud Kivu. De son côté, le parti de l'ex-président, suspendu par le gouvernement, conteste ces accusations et parle d'affabulation. Selon plusieurs experts, une commission chargée d'examiner la requête en profondeur pourrait être constituée. Cette commission aurait pour mission d'auditionner Joseph Kabila, pour le moment toujours en exil. C'est la première fois qu'une telle conférence réunit les pays de l'Union africaine sur le sujet de la dette. Ils étaient près de 500 participants de haut niveau venant de tous les pays, y compris les chefs d'État ghanéens et togolais, à s'être réunis à Lomé pour trouver des solutions à cette crise qui s'aggrave. La dette africaine extérieure a été multipliée par 5 en 10 ans et représente aujourd'hui plus de 60% de son PIB. La vraie solution est politique. C'est la définition d'une stratégie collective. C'est à nous, Africains, de définir ensemble une doctrine partagée sur la dette qui nous permette de parler d'une seule voix dans les enceintes internationales. Cette voix commune qui pourra contribuer à la réforme de
mondiale. Les pays de l'Union africaine souhaitent notamment renégocier les taux d'intérêt qui freinent leur développement. Ils ont aussi affirmé toujours plaider pour l'annulation de leurs dettes au cas par cas. Le palais de justice sous haute surveillance. Le verdict du procès de l'ex-président est tombé, 15 ans de prison ferme. Malgré la sentence, les partisans d'Aziz sont là, en soutien. Combatif, l'ancien chef d'État avait toujours contesté ces poursuites, criant à la machination. Il s'agit d'un règlement de compte politique contre le président Mohamed Ould Abdelaziz. Rien qu'en regardant la durée du procès qui a duré 5 ans, ça se démontre très clairement. Certains opposants du président ont décidé tout simplement d'isoler le président Mohamed Ould Abdelaziz de la scène politique. Aziz accuse Ghazouani, son dauphin, d'être l'instigateur de cette descente aux enfers. Partenaire en coup d'État, ancien chef d'état-major, ministre de la Défense, ce sont pourtant 40 années d'amitié qui lient Ghazouani à Aziz. En 2019, le général accède au pouvoir. C'est le début de la rupture. Rapidement, une enquête parlementaire s'ouvre contre l'ex-président. Aziz se pose alors en victime et dénonce un règlement de compte personnel. De son côté, Ghazouani nie toute ingérence et implication dans cette affaire de corruption à grande échelle. En plus de 10 ans, l'ancien président a amassé une fortune de 67 millions d'euros. Il est l'un des rares ex-chefs d'État condamnés pour enrichissement illicite dans l'exercice du pouvoir. C'est une décision unique du genre en Mauritanie parce que c'est la première fois qu'un ancien président de la République est poursuivi pour des infractions ayant trait à la lutte contre la corruption. C'est lui qui avait promulgué cette loi en 2016 pour persécuter un homme d'affaires. Aujourd'hui, c'est lui qui a subi les conséquences de cette décision en raison de la gabegie qui a caractérisé son système. Alors qu'Aziz encourt une peine plus lourde en appel, en première instance, 2 anciens premiers ministres et 2 anciens ministres ont été blanchis. La rivière Matan Fada dans le nord-ouest du Nigeria. Ici, les histoires de la vie d'antan sonnent comme des légendes. On dit que les crocodiles ne sortent pas de l'eau les vendredis et qu'autrefois les poissons étaient si nombreux qu'il suffisait de se baisser pour en attraper à la main. Aujourd'hui, la rivière rétrécit aux grandes dames des pêcheurs comme Husseini Makwashi. Les hippopotames sont partis, les pélicans qui migrent entre l'Europe et l'Afrique ne s'y arrêtent plus. Quand j'étais enfant, il y avait des oiseaux sauvages et des animaux sauvages qui venaient aussi boire de l'eau ici, ainsi que d'autres espèces de poissons qui ont aujourd'hui presque disparu. Dans la rivière Matan Fada et le fleuve Sokoto, le temps de l'abondance est révolu. Les pêcheurs continuent de pêcher, mais le nombre des poissons diminue. Safia Magagi a passé toute sa vie ici, à Argungu, petite ville riveraine. Elle se souvient des oiseaux migrateurs et des poissons qui tombaient même des arbres. Des oiseaux comme les canards sauvages venaient nicher et se reproduire dans ces arbres. Pour nourrir leurs petits, ils se rendaient à l'aube à la rivière afin d'attraper des poissons vivants avec leur bec et les donner à manger à leurs oisillons. Le poisson, symbole du peuple Argungu. Il est même érigé en statue en centre-ville. Mais avec la baisse des pluies, la hausse des températures et l'évaporation excessive, le mode de vie des habitants est menacé. Alors pour préserver les poissons, l'émir d'Argungu a imposé des restrictions de pêche. Ma crainte, c'est que si nous continuons comme cela, la vie telle qu'on la connaît cessera d'exister dans cette partie du pays. Ou alors, les gens seront contraints de migrer parce qu'il n'y aura plus assez de ressources pour subvenir à leurs besoins. Les lacs ont disparu. La plupart des lacs ont disparu. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Après chaque saison des pluies, l'eau s'accumule dans les lacs. Mais si vous allez au lac 2 mois après le retrait des eaux, eh bien vous verrez que toute l'eau a été pompée et les gens ont planté du riz.
Pour les agriculteurs proches de la rivière, l'irrigation est encore facile et les récoltes satisfaisantes. Mais dès qu'on s'éloigne des rives, la situation se détériore. La région aux portes du Sahel est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. La différence est énorme. Dans ce champ, on récoltait plus de 100 sacs de millet, mais aujourd'hui on en obtient à peine 60. La désertification a avalé des milliers de terres arables. Les récoltes ne sont plus ce qu'elles étaient. Pour l'instant, on pêche encore à Argungu. Les poissons, bien que moins nombreux, sont toujours là. Mais pour combien de temps ? Selon le GIEC, avec une hausse de 2 degrés des températures, plus d'un tiers des espèces de poissons d'eau douce risquent l'extinction d'ici 2100. Buenaventura, plus grand port de Colombie et épicentre du narcotrafic où 2 bandes armées s'affrontent pour le contrôle de la ville. Dans ce quartier populaire au centre des combats, cet après-midi, les bruits de balles ont laissé place au son de la marimba, un instrument arrivé en Colombie avec les esclaves africains et qui ressemble beaucoup au balafon malien. Ça a été une lutte de larmes et de sang de nos ancêtres pour que cet instrument puisse arriver jusqu'à nous. Ici, 2 fois par semaine, Johnny Conga donne des cours de marimba aux jeunes, qui sont les petites mains privilégiées du trafic de drogue. Objectif, éviter qu'ils ne soient recrutés par ces groupes armés qui se trouvent parfois dans les quartiers où ils vivent. Si sur 100 jeunes nous arrivons à en sauver 5, c'est indispensable, car c'est 5 vies qu'on est en train de sauver. Quand les gangs voient qu'on a beaucoup de jeunes dans nos cours, ça les met en colère et ils nous menacent. Un de nos leaders est actuellement porté disparu. C'est dans les territoires plus reculés, où la coca est produite, que les populations sont le plus confrontées à la violence des gangs, comme à Guapi, où le gouvernement colombien n'a presque plus aucun contrôle. La différence avec l'Africain, c'est que nous avons utilisé du bambou à la place des calebasses. Ici, depuis des générations, la famille Torres fait de la résistance en utilisant la marimba pour attirer les investisseurs extérieurs et tenter de proposer une autre réalité aux jeunes que celle du trafic de drogue. S'il y a tant de problèmes, c'est qu'il n'y a pas de travail ou d'emploi. Mais avec la musique, tu danses, tu manges, tu vis. À Cali, ville refuge de nombreux Afro-Colombiens qui fuient les violences du narcotrafic, la marimba résonne aussi, mais cette fois pour dénoncer la violence dans les territoires occupés par les bandes armées. Il faut les raconter, ces récits, pour sensibiliser les gens, pour que chacun y mette son grain de sable, pour que nous sortions de ces épisodes de violence qui ont beaucoup trop duré. La marimba n'est pas cantonnée à la Colombie. Elle est aussi présente au Mexique ou encore en Équateur, où beaucoup d'esclaves africains ont été amenés. Elle occupe un rôle essentiel dans les luttes et revendications des communautés noires, qui sont toujours les plus marginalisées dans ces pays. Le président du bloc libéral, une force d'opposition, ose encore critiquer ouvertement les actions des autorités au pouvoir. Alors cette annonce de possible élection présidentielle, il la regrette. Pour lui, elle n'inclut pas les acteurs politiques et sociaux du pays. Il faut que nous soyons autour de la table pour qu'ensemble nous définissions les choses en vue d'un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. C'est cela qu'on attend. Mais plutôt que de le faire, on se promène dans les capitales africaines pour annoncer des choses. Parfois, c'est à Dubaï. Arrêtons ça. Les problèmes guinéens, c'est en Guinée qu'on va les résoudre. Pour lui, seul un dialogue peut sortir le pays de la transition, mais il n'existe pas. Depuis plus d'1 an, il n'y a même pas une perspective de dialogue pour s'entendre sur les choses. Rien ne semble préoccuper, n'est-ce pas, ce gouvernement qui va faire des annonces à l'extérieur alors qu'à l'intérieur du pays, rien ne se prête. L'annonce du Premier ministre à Abidjan interroge, notamment sur le fait que les mots aient été prononcés en dehors de la Guinée et pas directement au peuple. Ce journaliste estime que Amadou Ouriba voulait rassurer l'opinion internationale. Est-ce que ce n'est
l'objectif n'était pas de rassurer peut-être des investisseurs, histoire de dire vous inquiétez pas, en décembre prochain, on va organiser les élections, donc ça en sera fini de la transition. Les militaires au pouvoir depuis le putsch du général Doumbouya en 2021 se sont engagés à un retour à l'ordre constitutionnel. Mais ils devaient déjà le faire en 2024. Par ailleurs, des opposants sont portés disparus, des manifestations toujours réprimées, des partis politiques interdits. Enfin, une réaction du gouvernement sur cette date d'élection a été sollicitée, mais il n'a pas donné suite. À 136 mètres en haut de la pyramide de Képhrem, comme si de rien n'était, ce petit chien se promène. Tournée en octobre par ce parapentiste américain, cette vidéo est devenue virale. Et le canidé en question, une vedette. Sur les réseaux sociaux et jusque dans la presse, on lui prête une ascendance pharaonique. Certains le comparent même au dieu Anubis. Son nom, Apollo. Âgé de 3 ans, sa mère aurait donné naissance à sa portée dans un recoin des pyramides. Plusieurs de ses frères et sœurs seraient morts en tombant. Apollo, lui, devrait sa survie à un garde qu'il aurait déplacé au pied du monument. Ce qui distingue Apollo dans la meute, c'est qu'il est le mâle alpha, c'est-à-dire le plus courageux et le plus fort de la meute. Depuis, de nombreux touristes tentent de l'apercevoir parmi la multitude de chiens errants au pied des pyramides. Un enthousiasme qui réjouit les membres de cette association. Je pense que ce qui s'est passé est un cadeau du ciel pour les chiens errants en Égypte et que cela a mis l'accent sur les pyramides. Cela a aussi encouragé le tourisme et le chien lui-même est devenu une attraction touristique. La célébrité d'Apollo nous a donc énormément aidés en tant qu'institution caritative en Égypte à mettre en lumière l'importance des chiens locaux. Les chiens errants se comptent en millions dans le pays. Des animaux très souvent victimes de maltraitance. Mais une prise de conscience pourrait naître en bas des pyramides. Suite à cette vidéo, les autorités ont annoncé l'ouverture prochaine d'un centre vétérinaire permanent sur le site touristique. Pas de biennale d'art contemporain à Dakar en cette année 2025. L'occasion de découvrir sa petite sœur tout juste née, juste à côté en Guinée-Bissau, la Moagbis, dont le cœur battant se situe ici, dans cette ancienne usine de transformation de bois dans la capitale. Un pari fou relevé par 5 artistes locaux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'une vie d'artiste ici. C'est compliqué. On n'a pas de musée, on n'a pas de galerie, on n'a pas de centre culturel, on n'a rien du tout. Il n'y a même pas de magasin pour acheter du matériel pour les artistes. Il n'y a rien, rien. Le collectif à l'origine de l'événement n'a pas non plus reçu de subvention du gouvernement. La Guinée-Bissau est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais malgré tout, 150 artistes de 17 pays exposent, se produisent pendant un mois à Bissau. Des danseurs, auteurs, musiciens, plasticiens et une designeuse d'intérieur d'origine bissau-guinéenne mais établie au Portugal. Taïra Correa en a profité pour faire travailler des artisans locaux. Elle n'en revient pas d'exposer dans son pays natal. Au milieu du désordre qu'est ce pays, il y a de belles choses, des gens bien qui font quelque chose de très très grand. Je pense que nous n'en avons pas encore pris la mesure, mais ça viendra un jour. Je crois que je suis la première et la seule designeuse à exposer ici et c'est waouh! C'est totalement différent de tout le reste, de tous les autres endroits où j'ai exposé pendant toutes ces années. Pour lancer la biennale, le groupe bissau-guinéen Fourkuntunda fait salle comble. Il n'avait pas joué en public depuis 18 ans. D'autres propositions plus audacieuses, comme celle du collectif Aurora Negra.
Je viens d'Angola et je suis ici, et nous dialoguons. Le Sénégal est ici, le Cap-Vert est là. Le Mozambique est ici. Oui, ça crée des connexions entre pays africains, et c'est fort et puissant. Le panafricanisme et le monde lusophone en particulier très présent dans la programmation, à l'image de la chanteuse mozambicaine Selam Wamoussé. La Biennale de Bissau dure jusqu'au 31 mai et compte bien s'imposer comme l'autre rendez-vous incontournable de la culture ouest-africaine tous les 2 ans.